En fait, je pense que ce qui est surprenant, ce n'est pas le rapprochement avec la Turquie, ça a été la rupture avec la Turquie. Parce qu'en fait, il y a eu Erdogan jusqu'à l'affaire du Sukhoi 24, donc qui a été abattu, avait parfaitement bien joué la partition avec la Russie. Il avait compris qu'il avait besoin d'avoir de bons rapports avec ses voisins, c'était la politique en l'occurrence qui a été annoncée, et on se souvient notamment qu'au moment de l'affaire justement ukrainienne, les Américains espéraient beaucoup que la Turquie s'implique dans la question criméenne, notamment des Tatars de Crimée, ce qu'elle n'a pas fait. On se souvient aussi que lorsque Vladimir Poutine a inauguré la reconstruction de la mosquée, puisque contrairement à ce qui a été écrit, la mosquée a été reconstruite. Il y avait déjà une mosquée, elle a été reconstruite en plus grand, en plus beau. Et bien, Erdogan, quelques semaines avant la destruction du Sukhoi 24, était invité. Donc il y a vraiment une volonté de rapprochement entre les deux pays qui a été mise à mal par, il me semble, l'ambition excessive de Erdogan de cette espèce de néo-ottomanisme, c'est-à-dire de revenir sur le territoire de l'Empire ottoman, ça veut dire en gros des Balkans jusqu'à l'Asie centrale. Et donc en fait, ce côté contradictoire dans la politique d'Erdogan est ce qui a été le plus surprenant. Et il est évident que les sanctions russes qui ont été appliquées à la Turquie ont été extrêmement meurtrières économiquement, notamment du point de vue du tourisme. Il y a quelques reportages qui ont été montrés, notamment à la télé russe, de stations balnéaires totalement vidées de leurs clients. Et donc, en fait, simplement en train de mourir. Et des hôtels en faillite, etc. etc. Du point de vue agricole également, ça a été une catastrophe pour la Turquie, qui en plus avait bénéficié des sanctions, puisque la Turquie n'était pas sous sanction, n'avait pas sanctionné la Russie, donc elle n'était pas victime des contre-sanctions. Et donc ça a été, je pense que les sanctions, plus le fait que Erdogan se rend bien compte qu'il est coincé par l'Union européenne et l'ont forcé à se rapprocher de la Russie pour essayer de retrouver cette place qu'il avait, en fait, avant le Sukhoi 24, l'épisode du Sukhoi 24, où en fait il pouvait jouer à la fois de la Russie, de l'Union européenne, des États-Unis, pour essayer d'obtenir ce qu'il voulait. Mais à partir du moment où il s'est fait de la Russie un ennemi, en fait il n'avait plus aucune marge de manœuvre. Il ne pouvait que subir les exigences de l'Union européenne ou des États-Unis. Je pense qu'il a très peur de la création d'un Kurdistan en Syrie. Donc il y en a déjà un en Irak, il pourrait y en avoir un en Syrie. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui lui fait peur. Et surtout, il sait très bien que si par hasard, même si les Américains soutiennent modérément les Kurdes, si par hasard les Russes décident tout d'un coup de se mettre à armer les Kurdes et de les aider, la Turquie peut perdre un tiers de son territoire. Donc, en tout cas, avoir de gros problèmes. Donc aujourd'hui, je pense que Erdogan est plutôt en train d'essayer de battre en retraite. Ce qui explique d'ailleurs peut-être aussi pourquoi désormais Alep est totalement cerclé par l'armée syrienne. Et donc ce qui voudrait dire que l'aide qui venait de Turquie n'y arrive plus. Donc là-dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Syrie en tout cas. Si Erdogan a réellement renoncé à ses ambitions sur le territoire syrien. Pour moi, avant tout, ceux qui sont derrière tout ça, c'est le département d'État américain. Mais comme en Ukraine, vous avez des intérêts qui se rejoignent. Sur l'Ukraine, les intérêts de la Pologne, de l'Allemagne et des États-Unis convergent. Et on a eu la même chose en Syrie. Néo-ottomanisme turc d'un côté, hégémonie saoudienne ou qatari de l'autre, plus bien sûr les ambitions du département américain. Et d'un côté aussi Israël, qui n'est pas mécontent qu'un de ses adversaires principaux dans la région soit ramené... était totalement... l'économie de la Syrie est détruite, l'armée a énormément souffert, donc quoi qu'il arrive pour Israël, la Syrie est neutralisée pour les 15 ans qui viennent. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose non plus pour Israël. Donc cette espèce de convergence a fait que eh bien, le conflit en Syrie a démarré. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est la manière dont les Américains veulent s'en sortir. Et déjà, ce qui est quand même aussi étonnant, c'est qu'en fait, on a de plus en plus l'impression qu'il n'y a pas de position unique des États-Unis sur le problème syrien.
et notamment ça avait été cité dans la presse américaine, que des unités qui ont été formées par le Pentagone se sont tirées dessus avec celles formées par la CIA. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on a toujours l'impression aux États-Unis, on ne sait pas qui commande. Est-ce que c'est le département d'État américain? Est-ce que c'est le Pentagone? Est-ce que c'est la CIA? Qu'est-ce que c'est des gens qu'on ne connaît pas? Donc toujours, et en même temps, ce qui explique un peu cette espèce de foutoir général, ce qui explique aussi que, par exemple, plusieurs fois, on a vu arriver en Russie John Kerry, passer une semaine en Russie ou plusieurs jours où ça se passait très bien. Et donc, on a l'impression qu'on va s'en sortir en Ukraine, en Syrie. Et puis, de retour aux États-Unis, il dit exactement le contraire de ce qu'il a dit à Moscou. Parce qu'il était rappelé à l'ordre par des structures, voilà, parce que finalement, ce n'est pas lui qui décide. Et la question, ce qu'il faudrait savoir, c'est qui décide et pour combien de temps. Et donc voilà. Et ce qui est clair, en tout cas, pour revenir sur la Syrie, c'est que la trêve accordée par Bachar el-Assad et la Russie a sans doute été une erreur. Les Américains ne s'en sont pas servis pour faire avancer les choses, mais au contraire, pour réarmer le front al-Nosra et les islamistes sur le front ouest, afin d'éviter que l'armée arabe syrienne avance trop vite vers Raqqa. Puisqu'encore une fois, celui qui prendra Raqqa ça apportera un atout majeur pour les négociations pour la suite de ce qui va se passer en Syrie. Et en principe, c'est l'armée arabe syrienne qui doit prendre Raqqa. Parce que pour les Kurdes, c'est quand même très délicat d'arriver dans une zone arabe. Et ils n'ont pas forcément envie d'y aller non plus. Et je pense que les Américains ont utilisé cette trêve pour ralentir la progression de l'armée syrienne en obligeant l'armée justement arabe syrienne à avoir une partie de ses forces qui continuent à faire la guerre à Alep, à Homs, et empêcher justement de boucler définitivement le territoire syrien en reprenant la capitale de l'État islamique en Syrie. Et parce que aussi, eux se battent contre l'État islamique en Irak, et que si jamais finalement les Syriens abandonnent Raqqa, l'État islamique abandonne Raqqa, eh bien toutes ces forces vont être concentrées sur Mossoul, pourquoi pas vers Fallujah qui vient de tomber. Je pense que c'est aller jusqu'à la victoire. Donc les plus optimistes pensaient que Raqqa, avant justement cette trêve, pensaient que Raqqa pourrait tomber même en juin, ce qui ne s'est pas passé. Je pense que la prise de Raqqa à l'été est quelque chose d'envisageable, d'ici le mois de septembre. Et une fois que Raqqa sera tombé, de toute manière, il n'y aura plus d'espoir pour les islamistes ou les égorgeurs modérés. Et donc, ils seront obligés de se ranger du côté d'Assad. Et il y aura des élections et Assad sera élu triomphalement. Donc c'est pareil, comme sur l'Ukraine, dès qu'il y a des élections, dès qu'il y aura des élections avec des observateurs étrangers, on s'apercevra que le récit, le narratif, j'aime bien ce terme anglais, le narratif qui a été inventé était totalement faux, que Bachar el-Assad est populaire, que Zaharchenko est populaire en Ukraine. Et donc globalement, je pense que la victoire de Bachar el-Assad est quelque chose de plus ou moins acquis. Dire quand exactement, c'est difficile. Mais à moins d'une catastrophe majeure, je ne vois pas comment aujourd'hui Bachar el-Assad pourrait perdre. Je pense que là, surtout, à l'heure actuelle, la priorité, c'est les élections aux États-Unis. Et Barack Obama, qui souhaite la victoire de Hillary Clinton, voudrait éviter une grande défaite ou même quelque chose, des heurts trop dangereux pour l'armée américaine sur place, ou voilà, une catastrophe géopolitique, que ce soit en Ukraine ou en Syrie, serait extrêmement préjudiciable à Hillary Clinton. Donc aujourd'hui, je pense que dans l'immédiat, ce qu'ils veulent, c'est que, ne serait-ce que jusqu'à la fin de l'année actuelle, eh bien en fait, on met deux couvercles sur les deux conflits, et on touche à rien pour ne pas nuire à l'élection d'Hillary Clinton. Après, la suite, c'est, je pense que le résultat de l'élection présidentielle sera décisif. Et si Trump passe, je pense qu'on aura une Amérique plus isolationniste,
concentré à se relever économiquement. Il ne faut pas oublier qu'il y a un Américain sur 6 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Il y a même j'ai vu des chiffres dans la presse américaine, on parle de 100 millions de pauvres aux États-Unis, donc sur un pays qui en compte, je crois, 350 millions. C'est quand même problématique. Il faut voir une chose, c'est que Poutine est plutôt une image quelquefois positive aux États-Unis. Il y a notamment beaucoup de sportifs qui ont pris même la nationalité russe. Il y a un combattant du MMA, Bronson, je crois, qui a pris la nationalité russe. Il y a Stephen Seagal qui vient ici. Il y a le côté viril, fort, inflexible. Plaît à une certaine catégorie des Américains. Et donc, je crois que... et en plus, il est l'intérêt d'un candidat aux élections présidentielles de montrer qu'il a une envergure internationale. Et donc voilà, c'est tout à fait dans la logique des choses. Et personnellement, pour la relation avec la Russie, j'espère que Trump sera élu. En fait, c'est pour des raisons totalement différentes. Parce que d'un côté, je crois qu'un Israélien sur 4 vient de l'ex-URSS. Israël est, je crois, le premier partenaire économique au Proche-Orient de la Russie. D'un autre côté, les Russes ont reconnu le Hamas, donc les élections en territoire palestinien. Et le Hezbollah aussi, si je ne me trompe pas. Enfin, les Russes ont une position médiane qui finalement satisfait tout le monde, qui devrait être à mon sens celle de la France. Il faut voir aussi qu'en Russie, il y a 22 millions de musulmans. Il y a aussi une très grosse communauté juive. Donc pour la Russie, avoir autre chose qu'une position modérée, un peu comme pour la France, c'est extrêmement dangereux. Et ce qui n'empêche que, par exemple, les autorités juives en Russie soutiennent Israël. Et les autorités musulmanes comme Kadyrov ou le grand moufti de Russie soutiennent les Palestiniens ou le monde arabe. Voilà. Donc voilà, donc Israël est un partenaire de la Russie et c'est fait pour durer. Et en revanche, l'Iran est également un partenaire très important. Et en soi, c'est pas, même si évidemment l'Iran et Israël sont deux pays hostiles, la Russie n'a pas à s'en mêler. Et il est évident que aujourd'hui, l'Iran est un partenaire de choix pour la Russie. Et avec le déblocage justement de l'économie iranienne, avec la fin des sanctions, si tant est qu'elles soient vraiment appliquées, parce qu'a priori, c'est toujours pas le cas, ça va faire de l'Iran un débouché pour les sociétés russes qui va être tout à fait phénoménal. Ah bah moi j'y suis tout à fait favorable. D'ailleurs ce qui est intéressant aussi pour faire un peu entre guillemets passer par l'Angleterre, c'est que je regardais il n'y a pas longtemps le film pro-Brexit qui avait été fait, qui s'appelait Brexit the Movie, et on s'aperçoit que ce que reprochaient les défenseur du Brexit à l'Union européenne, c'est qu'en fait, c'est de fermer l'Angleterre à l'économie mondiale, en disant ce carcan européen nous empêche de profiter de la mondialisation, de retrouver notre vocation à être un empire, à commercer. Voilà. Et je pense que c'est une analyse tout à fait vraie. La France, le marché de la Pologne et des pays baltes, c'est bien, mais c'est pas ça qui va nous faire profiter du basculement vers l'Asie. Donc il faut effectivement retrouver toutes nos ressources et pourquoi pas faire partie d'une structure, mais qui d'ailleurs est une structure assez souple, hein, c'est pas l'Union européenne, il n'y a pas un gouvernement central, il n'y a pas une bureaucratie absolument ahurissante, on peut très bien signer un accord de libre-échange, signer une convention de régime sans visa sans avoir l'Union européenne. Et bien sûr, cette ouverture vers l'Asie, ce qui est d'ailleurs le réussi naturellement pour nous, pour l'Europe, et la pénétrante de l'Europe vers l'Asie.
Dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement, sortir de l'Union européenne pour rejoindre quelque chose de plus large et de plus global est une nécessité et une opportunité extraordinaire pour la France.